Alors, je voudrais qu'on évoque aussi le rôle des artistes qui n'a cessé d'évoluer. On parle aujourd'hui beaucoup d'autonomie, on se pose la question de savoir si une intelligence artificielle pourrait revendiquer, entre guillemets, la création d'une œuvre. Il me semble que déjà dans un magazine qui avait émergé d'Artois-Mille et du Cube, il y a 20 ans, tu posais déjà la question de qui est auteur, du codeur comme auteur. En fait, tout ça, ça s'est relativement déplacé. Comment tu vois aujourd'hui, toi, fort de cette expertise, le rôle de l'artiste à l'ère d'œuvres génératives qui se font quasi sans l'artiste. Ici, il y a eu quantité de performances où l'artiste, finalement, il est parmi le public, il est spectateur de son œuvre. Alors la grande rupture, peut-être une des grandes ruptures aujourd'hui qu'il y a avec les arts numériques, c'est que l'artiste ne crée plus l'œuvre, il crée le processus qui crée l'œuvre. Et ça, c'est le système génératif. Et ça, c'est une grande révolution parce que il y a un côté un peu démiurgique quand on y réfléchit, l'idée d'être un peu une sorte d'homo deus qui peut créer la vie, qui peut créer quelque chose qui se génère, qui est autopoïétique, comme on dit. Finalement, c'est un peu ce que faisait le paysagiste du XVIIIe siècle. Hein. Déjà, il composait avec tout un tas d'éléments, la terre, le vent, l'ensoleillement, l'hydrographie, enfin plein de choses. Et il créait les conditions d'émergence de quelque chose qui lui échappait, qui était le jardin. Il faisait des jardins merveilleux, voilà, mais il avait juste mis des ingrédients, un peu comme le cuisinier, je dirais, avec une recette. Eh bien, l'artiste aujourd'hui, avec le numérique, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'il crée des dispositifs avec l'intelligence artificielle, avec les capteurs, avec la data, il crée des dispositifs qui sont capables de voir, d'entendre, d'analyser, de faire plein de choses de manière autonome, qui sont capables d'interagir avec le spectateur et d'intégrer l'interaction du spectateur dans leur propre génération, c'est-à-dire que le spectateur, l'interaction du spectateur devient constitutive même du processus de génération de l'œuvre. Donc on est dans quelque chose de vivant, de relationnel, et ça c'est peut-être, ça annonce probablement quelque chose d'assez puissant dans l'avenir de la création numérique, qui est qu'on va vers un art de la relation. Vous savez, c'est Stark qui disait, avec le design, on va passer du beau au bon. Le beau, c'est un concept culturel, le bon, c'est un concept humaniste. Et ben moi, je fais le lien avec l'art de la relation qu'amène le numérique par le biais de l'interaction. On va passer du beau au bon. C'est une bascule assez intéressante. Alors, entre le beau et le bon, je dirais, il y a aussi les réalités virtuelles et augmentées. Combien ici d'expériences ont été offertes au public assez tôt, hein, avec des casques de réalité virtuelle ou des dispositifs de réalité augmentée, avant même que ce soit véritablement démocratisé par des grandes marques. On attend avec impatience le futur métavers en France de Facebook. Comment toi tu vois l'évolution ces dernières années pour se projeter dans le futur de ces réalités virtuelles et augmentées à l'ère de la démocratisation, notamment des casques? Comment tu vois ça? Alors peut-être, ce qui est intéressant, c'est que si on repart par exemple, la photographie, on a capté le réel. C'était incroyable, c'était une révolution fabuleuse. On a capté le réel. Accessoirement, ça a fait que la peinture figurative de l'époque est passée à autre chose. Elle est passée à l'impressionnisme. Hein. Donc, je veux dire, ça a amené d'autres formes par rebond. La photographie, on a capté le réel. Avec le cinéma, on a capté le réel en mouvement et on l'a mis en récit. Avec la réalité virtuelle, on est en train de modéliser le réel, on est en train de le reproduire, de faire un jumeau numérique du réel, et donc de pouvoir naviguer dedans, d'interagir avec ces représentations virtuelles du réel, qui peut être évidemment fictif, transformé, etc. Avec la réalité augmentée, on superpose le réel et le virtuel. Et là, c'est le réel tout entier qui devient le décor d'une fiction. On est en train de créer des réalités fictives. C'est-à-dire qu'avant, on se projetait dans l'écran. Méliès faisait ses voyages vers l'impossible qui nous amenaient il y a un siècle dans des représentations du réel absolument incroyables pour l'époque. Eh bien aujourd'hui, on ne se projette plus dans l'impossible, on est dans l'impossible, on est dans la fiction parce que le réel devient un décor fictionnel. Là encore, je pense qu'on va vers des choses extrêmement intéressantes. Et si on regarde par exemple les jeux massivement multijoueurs, les scénarios qu'il y a dans les jeux massivement multijoueurs qui font que les joueurs entre eux
arrive à faire tout un tas de choses, s'auto-organiser pour atteindre des objectifs, etc. Si on fait le lien entre le jeu massivement multijoueur et ce qui s'est passé par exemple avec QAnon aux États-Unis, enfin, moi je trouve qu'il y a des résonances incroyables entre ce qui se passe dans le monde virtuel et ce qui se passe dans le monde réel. Les gens qu'on a vus débarquer dans le Capitole avec des espèces d'apparence d'avatar complètement fous, bon, bah, on était dans la culture du jeu vidéo, quoi. Et on voit que finalement on a expérimenté pendant des années des nouveaux modèles au sein de la sphère, je dirais, immatérielle de l'Internet, et que ces modèles sont en train de se transposer aujourd'hui dans le monde réel. Et on va voir de plus en plus cette fusion du réel et du virtuel qui va amener des réalités fictives comme ça. Alors c'est intéressant de mentionner le monde du cinéma, l'industrie du cinéma, celle du jeu vidéo qui sont véritablement appropriées les technologies du numérique. En revanche, le monde des musées, des institutions a eu un petit peu plus de réticence à accepter comme ça cette vague d'œuvres numériques pour plein de questions, hein. On peut imaginer la culture, la conservation, mais en tout cas, il semble que c'est en train d'évoluer, mais il n'y a pas eu un même engouement des institutions muséales françaises, on va dire, ou à l'international. Moi, je pense que le musée doit faire sa révolution, et il va la faire. Vous savez qu'il y a quand même une perte de fréquentation des musées globalement aujourd'hui qui est assez considérable. Est-ce que ça veut dire que les gens veulent moins de culture? Certainement pas. Quand on regarde par exemple Team Labs qui est venu à Paris pendant quelques mois proposer une œuvre immersive interactive, ils ont fait 600 000 visiteurs en 3 mois. Donc est-ce que les gens n'ont plus envie de culture? Je ne crois pas. Je crois qu'ils ont envie d'autres formes de culture. Et le musée, là où il a besoin, de mon point de vue, hein, là où il a besoin de se renouveler, de se réinventer, c'est autour de la question de la participation du public, de l'expérience du public. Aujourd'hui, on ne peut plus aller dans un musée de façon passive, passer devant des tableaux. Les gens, en moyenne, restent 2 secondes devant la Joconde. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc, réinventer le musée à l'aune du faire, pas simplement de déambuler de manière passive devant des œuvres, mais comment ça nous rend nous-mêmes plus créatifs. Et là, il y a des musées aujourd'hui qui sont en train d'expérimenter ça dans le monde, et où, par exemple, on vous met au milieu d'une exposition où vous allez pouvoir, je pense à une exposition de John Cage que j'ai eu l'occasion de voir, où on pouvait toucher les instruments, jouer des instruments de John Cage, évidemment qui avaient été refaits pour le public. Mais alors c'était génial parce que ça permettait d'expérimenter par soi-même des sons, tout un tas de choses, et accessoirement ça faisait qu'il y avait beaucoup d'interactions entre les publics, c'était très drôle. Mais surtout, après, il y avait une grande salle de type Makers, où les gens étaient invités à faire des choses avec des médiateurs qui les accompagnaient, enfin, c'était très convivial. Et au bout du bout, les gens pouvaient même accrocher, s'ils le souhaitaient, leurs œuvres sur des grands murs blancs au cœur même du musée. Des choses comme ça, des parcours d'expériences créatives, inspirantes, et je dirais aussi intercréatives, puisque les gens entre eux ont beaucoup d'interactions dans ces cas-là. Pour moi, c'est vers ça que le musée doit tendre aujourd'hui. Alors, ça ne nous a pas échappé, la vague déferlante des NFT récemment, hein, en quelques semaines. On a découvert qu'il y avait de l'art sur Internet, ce qu'on savait un petit peu avant. Et puis, il semblerait que ça résout cette question d'absence de rareté avec les contrats NFT. Comment tu analyses, toi, cet engouement subi pour l'art sur Internet au travers des certificats NFT qui réintègrent de la rareté dans les arts numériques? Comment tu vois ça? Alors, il a fallu qu'une œuvre se vende 69 millions de dollars pour que la Terre découvre effectivement la blockchain, les NFT qui existent depuis un moment, et se disent, finalement, c'est une manière de redonner effectivement de la rareté à l'œuvre, parce qu'on peut la numéroter, la tracer, où qu'elle soit. Et ça peut permettre, par des systèmes en peer-to-peer, de désintermédier finalement des intermédiaires qui aujourd'hui gèrent les droits des artistes. Et les artistes vont pouvoir peut-être monétiser en direct, en peer-to-peer, donc leurs œuvres, et surtout avoir une traçabilité, une meilleure gestion des droits, notamment les droits voisins, les droits de succession, etc.
Bon, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas de regard là-dessus. Ce que ça m'évoque, c'est qu'on est en train de reproduire avec les NFT un modèle qui est celui du XXe siècle. Je ne suis pas certain que ça soit un modèle très nouveau, très neuf. Si ça permet à des artistes de vivre de leur art et plus correctement, c'est très bien, bien entendu. Mais voilà, je ne suis pas certain que ça soit si révolutionnaire que ça. Voilà.